Explication du cas de Grashey par l'hypothèse d'une modification de Bastian dans le centre acoustique. Mon explication est spécialement appuyée sur le fait que le malade de Grashey était initialement atteint de surdité verbale, ce qui implique une lésion importante à l'endroit même où je fais l'hypothèse d'une lésion minime afin d'expliquer les troubles du langage décrits par Grashey. J'admets évidemment, en outre, que la partie auditive de l'appareil du langage réagit solidairement à cette lésion, comme je l'ai expliqué en discutant de l'aphasie motrice transcorticale. Du reste, des cas semblables à celui de Grashey étaient déjà connus antérieurement. Un malade dont l'observation a été communiquée par Graves avait, à la suite d'une attaque d'apoplexie, perdu la mémoire des substantifs et des noms propres, mais se souvenait de leurs premières lettres avec une parfaite sûreté. Il avait trouvé pratique de se constituer une liste par ordre alphabétique des substantifs les plus utilisés, qu'il gardait toujours sur lui et qui lui permettait de parler. Quand il avait besoin d'un mot, il jetait un coup d'œil parmi les premières lettres, reconnaissait le mot recherché en toute évidence, d'après l'image lue, et pouvait alors le prononcer aussi longtemps qu'il gardait les yeux fixés sur l'image visuelle. Aussitôt que le cahier était refermé, le mot était oublié. Il est clair que ce malade retrouvait aussi le mot manquant au moyen de l'association par l'image de lecture. Il n'est pas rare d'observer dans la pathologie des troubles du langage le cas où l'activité d'un centre doit être soutenue par l'activité qui lui est associée d'un autre centre. Lorsque doit avoir lieu une opération du langage, ceci se passe le plus souvent pour le centre visuel, centre des images de lettres. Dans des cas pareils, il est impossible de lire sans écrire les lettres, sans les dessiner dans l'air. Westphal fut le premier à communiquer une pareille observation d'un aphasique qui ne pouvait lire qu'en écrivant. Dans les nouvelles leçons de Charcot, que j'ai traduites, on trouve l'histoire détaillée d'un autre malade atteint de cécité verbale qui se servait du même stratagème. La pathologie des troubles du langage ne fait que reproduire de la sorte une situation qui existait normalement pendant l'apprentissage des fonctions du langage. Aussi longtemps que nous ne pouvions lire couramment, nous cherchions tous à nous assurer de la connaissance des images de lecture en provoquant toutes les associations habituelles. De même, en apprenant à écrire, nous avons incité, en plus de l'image de lecture, la représentation sonore et la sensation d'innervation motrice. La différence réside seulement en ceci. En lisant, nous sommes liés à la hiérarchie établie des centres qui ont commencé à fonctionner à des moments différents. D'abord le centre sensorio-acoustique, ensuite le centre moteur, plus tard le centre visuel et enfin le centre graphique. Tandis que dans les cas pathologiques, le centre appelé à la rescousse sera celui qui est resté le plus capable de rendement. La particularité des cas de Grashey et de Graves ne peut résider que dans le fait qu'ici, il s'agit du centre des images sonores qui a besoin d'être soutenu par d'autres centres, alors qu'habituellement ceux-ci dépendent de lui quant à leur activité.